Hier, environ 80 000 bitcoins dormants ont bougé. Des portefeuilles créés en 2011, silencieux depuis plus de 14 ans. Alors forcément, tout le monde panique. Twitter s'excite, c'est forcément Satoshi, ou on va avoir un dump massif, c'est imminent, protégez-vous, préparez-vous. Mais si tu me connais, tu sais que je suis pas là pour les effets de panique et je suis pas trop dans les émotions. Moi ce que je vois, c'est peut-être un signal bien plus profond, bien plus grave qu'une simple histoire de vente ou 3% de volatilité à court terme. Franchement, qu'est-ce que ça va changer? Donc on va décortiquer ça ensemble tout de suite. Donc déjà, les faits. On a 3 adresses anciennes, inactives depuis plus d'une décennie, des wallets zombies, comme on les appelle, qui ont bougé 10 000 bitcoins chacun, puis 5 autres. Au total, 80 000 bitcoins datant de 2011. À l'époque, c'était de la poussière à même pas 1 dollar l'unité. La plupart n'étaient même pas achetés, ils étaient minés. Aujourd'hui, c'est plus de 8,5 milliards de dollars. Ça peut sembler beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Mais attention, on n'a aucun envoi vers les exchanges centralisés, aucune preuve de vente, juste des transferts à chaque fois, d'une adresse vers une autre. Donc est-ce qu'il faut paniquer? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut observer? Clairement, oui. C'est quand même un montant jamais vu. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas besoin de paniquer, alors qu'on a tous les vendeurs de peur là qui sont en train de vous dire ça va crash, etc. Ils oublient en fait que 80 000 bitcoins, même vendus d'un coup sur les marchés, ils seraient absorbés par le marché en quelques jours, 10 jours maximum. Et qu'en cas de vente de gré à gré, OTC, peer-to-peer, on le sentirait même pas. Ça passe d'une adresse à une autre. C'est pas ça le danger, ça changerait rien. Et d'après les données on-chain, ces adresses pourraient faire partie d'un ensemble bien plus large d'ailleurs. Donc on va encore vous faire paniquer, jusqu'à 160 000 bitcoins en tout, plus de 17 milliards de dollars au total, mais c'est pareil, ça changerait rien non plus. Il nous faudrait quoi, 5-7 jours de plus pour absorber ça. Mais voilà, comme souvent dans ce marché, c'est pas le réel qui affole les foules, c'est pas les chiffres, c'est pas les mathématiques, c'est ennuyant tout ça, c'est l'imaginaire. Et dès qu'un vieux wallet bouge, voilà, les théories les plus folles refont surface, les tweets fusent et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de théories, ça peut être intéressant effectivement de les analyser pour essayer de comprendre un petit peu si ça peut avoir un impact. Donc on va s'attarder un instant sur ces théories. La première qui a circulé, c'était Roger Ver. Sérieusement, Roger. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que la toute première transaction qu'il y a eu lors du réveil de ces wallets, elle a eu lieu vers Bitcoin Cash. Mais Roger, j'y crois pas une seconde. Roger, le mec, il a renoncé à sa nationalité américaine, il vit à l'étranger depuis des années, il fuit la régulation comme la peste, il a des soucis. Tu vois, je le vois mal débarquer maintenant avec 80 000 bitcoins d'un coup, comme ça, aux yeux de tout le monde. Le gars, il sait que la blockchain, elle est publique. Il sait que les gros mouvements sont vite repérés. En plus, avec ses soucis, tu vois, bloqué en Espagne, sous surveillance, c'est pas le moment. D'ailleurs, signez la pétition si vous suivez un petit peu tout ça, parce que le gars, il a une grosse pression de la part de l'IRS, les États-Unis et compagnie, pour son extradition et compagnie. Regardez dans la description, creusez un peu le sujet si vous connaissez pas. Moi, je supporte Roger. Mais quoi qu'il en soit, non. Ce qu'on voit là, selon moi, ça sent plus le early miner chinois, tu vois, le genre de type qui minait sur CPU, entre deux parties StarCraft à l'époque, qui trouvait ça sympa, tu vois, avec son petit ventilo en guise de système de refroidissement. Voilà, pour moi, c'est juste un miner. On en reparle après d'ailleurs. Mais voilà, ma théorie du mineur, c'est comme les mathématiques. Tu vois, c'est pas sexy encore une fois comme théorie, donc forcément, les rumeurs encore plus débiles que celles de Roger sont légion. Il y en a certains qui disent que c'est Nicolas Kokkalis, le fondateur de Pi Network, qui serait d'ailleurs Satoshi, et il ferait ça parce qu'il voudrait vendre pour financer le marketing de Pi. Ok, d'accord. On a quoi d'autre? Le quantique qui revient aussi. Peut-être qu'un ordi quantique a hacké les anciennes clés. Mais théoriquement et techniquement, on n'est pas encore assez avancé. Du phishing, un hack ou autre, je dis pas, mais pas ça, non. On a aussi la théorie du gars qui sort de prison. Peut-être même Ross Ulbricht, que j'ai vu à Las Vegas là, il y a quelques semaines. Ou un chinois, c'est possible. Alors, c'est pas Ross selon moi, Ross il avait pas ce genre de wallet, mais l'idée de la prison, j'aime bien, ça justifie le pourquoi du comment ça a pas bougé pendant aussi longtemps. On a aussi, je parlais de Pi, mais on a aussi la XRP armée là, qui s'excite parce qu'apparemment cette histoire elle survient pile au moment où on a le retour d'Arthur Brito, tu vois, le cofondateur de XRP Ledger, mais le lien, mais non. Tu vois, les communautés Pi et XRP, des fois il y a de l'abus quand même. Je comprends qu'il faut faire parler de vos cryptos, travailler pour vos bags et compagnie, mais il y a des limites quand même. Bref, beaucoup de bruit, mais peu de signal concret et peu de preuves. Alors on a certaines théories qui, je pense, sont pas si à côté de la plaque, comme je te disais, le mining, la prison, les choses comme ça, mais au final, la vraie question c'est
pas vraiment de savoir, tu vois, si on veut comprendre ce qui se passe, la vraie question, c'est pas qui. La vraie question, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi pas quand Bitcoin il était à 20K, ou à 60K, ou à 80K? Peut-être que c'est juste un move technique. Il y a des gens qui nous disent, voilà, ce changement d'adresse, c'est pour faire une migration vers une adresse plus safe, tu vois, pour profiter des mises à jour. Ou alors, comme je l'entends par mes amis en Chine et comme je vous le disais, ça serait un mix de deux théories, la théorie du mineur et la théorie de la prison. Là, ça pourrait faire sens aussi. Tu vois, un ancien mineur emprisonné qui aurait récupéré ses clés. Ça fait sens. Ça expliquerait même tout. Mais ça reste à prouver. On a aussi le fait qu'on a l'adoption maintenant. Et du coup, vendre à des grosses entités, c'est intéressant. Et surtout, maintenant, il y a un cadre. C'est légal. Donc moi, dans tout ça, voilà, le mineur, je valide. La vente, je valide. Prison ou pas prison, peu importe en fait. Il y a rien d'inquiétant. Que ça soit parce que maintenant on a un cadre réglementaire ou que ça soit parce qu'il est en prison, tu vois. Peu importe. Comme on disait, si c'est juste un vieux mineur qui vend, le marché il absorbera. Même s'ils vendent tous ces 17 milliards en Bitcoin, c'est pas tant que ça en 2025 pour Bitcoin. Peut-être même que la vente, je te disais, elle a déjà eu lieu. Pas sur le marché, mais via un simple transfert d'une adresse à une autre. Via un deal OTC, de gré à gré. Du peer-to-peer discret, tu vois. Une vente OTC, c'est comme ça, en fait. Ce que tu vois sur la blockchain, tu vois juste le changement d'adresse, il y a zéro impact. Mais peut-être aussi que c'est stratégique. Peut-être que certains commencent à repositionner leurs réserves hors des regards. Dans une période où Bitcoin devient un actif politique, un actif de réserve, un outil d'influence avec le cadre, comme je te disais, ce genre de mouvement, il est tout sauf anodin. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Les médias, ils vont te parler de volatilité. Les influx, ils vont te faire paniquer. Et moi, ce dont je veux te parler, c'est de contrôle. Ce qu'on vient de voir, c'est peut-être une simple transaction sur la blockchain, mais c'est aussi un rappel. Les plus grosses fortunes en Bitcoin, elles dorment. Et elles peuvent bouger à tout moment. Et ce que je crains du coup, c'est qu'elles bougent dans les mains de grosses structures. Parce que si ce mineur-là, il a vendu par exemple à un État, parce qu'un deal OTC de cette taille, si c'est un deal OTC, quand on y pense, qui pourrait être l'acheteur? Qui a ce genre de moyens, qui a ce pouvoir, sinon un État, ou ce qu'on appelle les élites? C'est ça dont j'ai peur, la concentration, la centralisation. On parle aussi de la possibilité d'un hack. Là aussi, ça m'inquiéterait effectivement parce qu'on aurait des bitcoins qui quitteraient les mains en fait d'une personne qui a des valeurs, un vrai holder sur le long terme, vers celle d'une personne sans scrupules. Du bitcoin détenu par des élites sans scrupules ou des hackers sans scrupules, ça me ferait mal au cœur. Du coup, moi, ce que je retiens de ce mouvement de 80 000 bitcoins, c'est que ça va pas faire cracher le marché. C'est que ça va peut-être rien faire du tout, à court terme comme à long terme, mais ça nous rappelle juste une chose. Bitcoin, il n'est pas hors sol. Il est déjà dans le jeu des puissants. Chaque wallet dormant, chaque réveil silencieux, chaque transfert multimilliardaire, c'est une pièce qui est jouée sur l'échiquier global. Les réserves stratégiques, Michael Saylor, etc. Tout le monde est en train de jouer à ça. Toi, t'es où sur ce plateau d'ailleurs? Est-ce que t'es au moins sur ce plateau? Est-ce que t'es en train de jouer aussi? Je pense que c'est à ça qu'on doit réfléchir. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et si tu veux comprendre ce que les autres ne voient pas, les opinions aussi qu'on peut avoir un peu partout dans le monde, comment les baleines bougent, comment les États s'infiltrent, et comment te protéger sans être un expert technique, j'ai un espace privé où je te partage mes vraies méthodes, mes outils de suivi, et ce que je montre jamais sur YouTube. Contacte-moi sur Telegram et je te fais rentrer, c'est gratuit, j'ai rien à vendre, que du partage, comme cette vidéo. À très vite.